Tout droit de Philippe Paternoli aux éditions du Caïman. Première partie, chapitre 1. Lundi 1er février 2016, Zoo de la Barbin. À la faveur du clair de lune, la silhouette de Noël Texier se découpa dans le ciel de Provence. Dans le même temps, l'agitation gagna les animaux, et plus particulièrement les fauves. Créé en 1971 à quelques kilomètres de Salon de Provence, le zoo de la Barbin, ouvert tous les jours de l'année sans exception, reposait jusqu'alors dans le calme. Un homme surgit du bâtiment dédié au couple de tigres. Texier parut satisfait. 2 heures du matin. L'homme était ponctuel. « L'argent » demanda l'homme. Texier sortit une enveloppe de la poche intérieure de son blouson. L'homme s'en empara et, sans prendre la peine de l'ouvrir et s'assurer que la somme prévue s'y trouvait, la fourra dans une large poche de sa tenue de soigneur. Une sorte de combinaison de pompiste de couleur grise, en matière souple et imperméable. Il invita Texier à le suivre en ouvrant la porte blindée du dortoir des tigres. Un rugissement éventra le silence. Ils pénétrèrent dans un petit bâtiment aux murs épais de béton brut. Un couloir étroit longeait 3 cellules aux barreaux imposants. Au fond de chacune d'elles, une porte blindée équipée d'un mécanisme télécommandé permettait l'accès des fauves à leur enclos, où ils passaient la journée, à l'ombre de pins méditerranéens ou à profiter du soleil sur des roches naturelles, au milieu desquelles avaient été aménagés une cascade et un bassin artificiel. Le public pouvait, aux bonnes heures, contempler les tigres prenant leur bain à travers d'épaisses vitres sécurisées. L'homme conseilla à Texier de rester contre le mur du couloir, à distance des barreaux. Si l'espace entre chacun d'eux était trop réduit pour qu'un animal puisse glisser la patte à travers, il était toutefois suffisant pour lui permettre de planter leurs griffes dans votre pied et, partant de là, de vous attraper la jambe entière. On pouvait imaginer la suite. Sur les 3 cellules où les tigres passaient leur nuit, la première était vide depuis plusieurs mois. La deuxième, occupée par Armios, un mâle que cette visite nocturne rendait nerveux. Ziunga, la sœur d'Armios, dormait sur le sol de la 3e. « Les gardiens » se renseigna Texier. « Je m'en suis occupé comme je me suis occupé de celle-ci » répondit l'homme en désignant la femelle endormie. « Elle a eu sa dose, vous êtes tranquille jusqu'à l'aube. Suivez-moi. » Texier obéit. Lui qui imposait crainte et respect à longueur de journée acceptait d'être commandé. Le jeu en valait la chandelle. Une tigresse. L'homme déverrouilla la cage de Ziunga, puis recula de 2 pas. Texier s'approcha du fauve anesthésié, le caressa entre les oreilles, à pleine main. Respira l'odeur puissante. S'allongea sur le corps de la bête endormie, étreignit la masse de muscles à travers la fourrure épaisse. Il n'y tint plus. Se dévêtit. Entièrement. Il bandait. Il s'agenouilla entre les pattes de la tigresse. Les écarta. Dans la cage voisine, le mâle, Armios, rugit. Alentour, d'autres animaux exprimèrent des signes de nervosité, d'excitation. Depuis un recoin de l'enclos, gardant sang-froid et idée claire, l'homme regarda Texier s'agiter. Dès que celui-ci en aurait terminé, il faudrait agir. Vite. Dans sa cage, Armios griffait les murs de béton, feulant de plus belle. Texier s'affaissa bientôt sur le ventre de Ziunga. Comblé, il demeura inerte quelques instants. L'homme appuya sur le bouton d'une télécommande. La cage de Ziunga se referma sur Texier, côté couloir. D'une pression sur le bouton de 2 autres télécommandes, l'homme déclencha l'ouverture automatique des cages de Ziunga et Armios, côté enclos. Texier n'eut sans doute pas le temps de comprendre. Pas vraiment. Pas sûr que la terreur ait eu le temps d'envahir son esprit avant qu'Armios ne l'égorge et le décapite, presque en un seul coup de griffe. Le tigre, auquel personne n'avait donné son repas de la journée, dévora Texier en moins d'1 heure, ne laissant que quelques os. À nul moment, l'homme ne détourna les yeux. Le spectacle lui apportait un sentiment d'ignoble satisfaction. Il savourait une vengeance animale. Il en avait parfaitement conscience. Jamais il n'aurait cru renoncer un jour à ses valeurs et sombrer dans cette folie sauvage et sanguinaire. Pourtant, ce fut avec calme qu'il reprit son fusil à seringue hypodermique lorsqu'il ne resta plus de Texier que des reliefs épars. Il ajusta Armios. Le tigre le fixa du regard enfelant. L'homme pressa la détente. Le grand mâle s'écroula à côté de sa sœur.
L'homme patienta le temps que l'anesthésique ait agi avant de pénétrer à son tour dans la cage. Tandis qu'il parachevait la mise en scène de l'exécution de Noël Texier, la lune disparut derrière les nuages. Mardi 2 février 2016, Marseille, zoo de la Barbin. La lieutenante Sandrine Croze jeta son sac dans un coin du bureau, sans ménagement. Le cabas qu'elle possédait depuis l'adolescence en avait vu d'autres. Elle s'installa sur son siège soi-disant ergonomique, jambes droites repliées sous les fesses. Alluma son ordinateur et consulta rapidement sa messagerie, avant de s'intéresser à la pile de paperasse posée devant elle, retraçant l'activité criminelle de la nuit passée. 2 blessés par balle lors d'une fusillade à Vitrolles, possiblement un règlement de compte, un homme ayant tué sa compagne à coups de poing à Gardanne, une saisie de cocaïne au large de Toulon. Rien que de l'ordinaire, du banal, du tout venant, songea Croze avec une pointe de cynisme. Elle avait bien fait de ne pas prendre la permanence de garde cette nuit. Encore que, vu qu'elle en avait passé une bonne partie à attendre en vain un appel ou un message de cet enfoiré de Charlie, ça l'aurait au moins occupée. Vie de merde. Le lieutenant Dravier entra dans le bureau qu'il partageait avec les 2 autres officiers du SRPJ et vint ébouriffer les cheveux de sa collègue en guise de bonjour. Croze l'envoya balader. Oui, elle était de mauvais poil. Non, elle n'avait pas ses règles. Dravier préféra s'éclipser. Pauvre con, siffla-t-elle une fois seule à nouveau. Font chier, ajouta-t-elle, visant aussi bien Dravier et Charlie que le reste de la population mâle de race humaine. Laissant en rade la pile de procès-verbaux, elle attrapa son portable et appela Charlie. Tomba directement sur la messagerie. Raccrocha. Mauvaise humeur en hausse d'1 point. Mais qu'est-ce qui lui avait pris de tomber amoureuse de ce salaud? Mariée à cette foutue salope qui l'attendait avec leurs 2 filles à Georgetown, putain de quartier chic de Washington, D.C., foutue salope dont il ne divorcerait jamais. Elle le savait pertinemment. 3 ans. 3 ans qu'elle avait rencontré Charlie Preston. Visite de routine au consulat des États-Unis alors qu'elle était encore affectée au commissariat du 6e arrondissement de Marseille. Des pétards avaient été jetés par-dessus les grilles. Probablement des débordements suite à une soirée arrosée, mais par les temps qui couraient, il valait mieux se montrer prudent. Charlie Preston les avait reçus, elle et la brigadière qui l'accompagnait dans son bureau. Un bureau comme on en voyait au cinéma, genre celui d'un conseiller spécial de la Maison-Blanche. Vaste, clair, cuir et bois noble, matériel high-tech, dernier cri. Mais Sandrine Croze s'était vite désintéressée du mobilier pour dévorer Charlie des yeux. Malika Sali, la brigadière, en avait fait de même. Mais la lieutenante avait bien senti que le regard de Charlie Preston se posait sur elle avec plus d'insistance. Avec raison, puisqu'il l'avait rappelée 1 heure plus tard au commissariat. Invitation à dîner le lendemain. Elle avait accepté. De suite. Ce qui n'était pas son genre. Mais comment ne pas céder à Charlie Preston? « Bonbon, vous rêvassez ou quoi ?» Sursaut. Le mètre 92 du divisionnaire Coustal obstruait le champ de vision de Sandrine Croze. « C'est votre ricain surdimensionné qui vous met dans ces états, Bonbon ?» ironisa-t-il. Tout le commissariat était au parfum de sa liaison avec Charlie Preston. Tout se savait ici. Une grande famille. Et si vous essayiez de m'appeler Croze ou lieutenante? J'ai essayé, mais vous ressemblez trop à un Bonbon. Donc vous êtes Bonbon, lieutenante Bonbon si vous préférez, mais Bonbon définitivement. C'est plutôt gentil, notez, alors ne me pétez pas les couilles avec ça. Sandrine haussa les épaules. Est-ce qu'elle l'appelait l'asperge, lui? Quelques secondes de silence, puis Coustal se rappela le motif de sa venue. J'ai un truc pour vous. Le parc animalier de la Barbin. Vous avez lu le rapport? Demanda-t-il en pointant du doigt une chemise posée à l'écart sur le bureau de Croze. J'allais m'y mettre. Eh bien, vous en prendrez connaissance en chemin. Vous filez à la Barbin avec Cola. Et on accélère, Bonbon. Ça urge. Arrivé au zoo, les râles des animaux remplissaient l'espace sonore. Lugubre. L'équipe de la police scientifique attendait la lieutenante Croze. Le brigadier Cola demeura en retrait. Salut. Rapport préliminaire de Rémi Francazal, le légiste. Accrochez-vous, Bonbon, c'est saignant. La jeune femme laissa filer l'emploi de son surnom, résignée. Le légiste l'entraîna vers l'enclos des tigres et lui montra une série de photographies sur son téléphone portable. La cage ensanglantée, 2 félins morts en son centre, leur corps sans tête, les têtes déposées dans un coin de la cage, le tout sous divers angles, en plus ou moins gros plans. J'ai lu le premier rapport en venant.
Franck Hazal, en quoi la mort de ces pauvres bestiaux peut faire sonner le branle-bas de combat au SRPJ? Vous allez comprendre. Nous sommes en présence des cadavres de 2 tigres, un mâle, une femelle. Leur mort remonte aux environs de 3 heures du matin. Les fauves ont été endormis, sans doute grâce à un fusil à seringue hypodermique, puis décapités à l'aide d'une lame de bonne dimension, tranchante comme un rasoir. Et les gardiens? Endormis eux aussi, avec la certitude cette fois qu'on a utilisé une seringue hypodermique. C'est ce qui me fait croire à cette même méthode pour les tigres. Sandrine Croze ne percevait toujours pas pourquoi cette affaire lui était revenue, ni pourquoi elle revêtait un caractère d'urgence. « Regardez à nouveau cette photo », invita Franck Hazal en tendant son téléphone. « Vous voyez? La femelle gît sur le dos, postérieur écarté. Étrange, non? Macabre, oui. Macabre, si vous voulez. Mais j'en reviens à la position saugrenue de cette pauvre bête. C'est comme si on avait voulu attirer notre attention sur une partie précise de son anatomie. La tête coupée? Non, pas la tête, bonbon. Comprends pas. Franck Hazal soupira. Il allait falloir mettre les points sur les i. J'ai procédé à un examen rapide des organes génitaux avant qu'on embarque les animaux pour d'autres examens plus poussés. Cette femelle a eu un rapport sexuel juste avant sa mort. J'en ai fait de même pour le mâle. Pour lui, pas d'activité sexuelle. Sandrine Croze ne prit pas la peine de réprimer un bâillement. Elle n'en avait rien à battre de la vie sexuelle de ces tigres. Elle avait assez à faire avec son cul à elle. Franck Hazal laissa filer quelques secondes, puis, sûr de son effet, poursuivit. Grâce à notre nouveau labo mobile, j'ai déjà pu obtenir un autre résultat intéressant. Le sperme retrouvé dans la cavité vaginale de la tigresse est d'origine humaine. Là, la lieutenante se réveilla d'un coup. Elle planta ses yeux dans ceux du légiste, lequel souriait benoîtement content de lui. D'origine humaine? Sans le moindre doute, pénétration de la femelle par un pénis humain, puis éjaculation. Le tout probablement antémortem. Mais il faudra attendre l'autopsie pour en avoir confirmation. Rose se frotta les avant-bras, replié sur sa poitrine, afin de chasser de soudains frissons. Donc, pas de préservatif antémortem? J'imagine que l'animal était déjà endormi? À l'évidence, sinon... Croze plissa les yeux. Son visage s'allongea, ressemblant alors plus à une musaraigne qu'à un bonbon. Ok, nous avons affaire à un zoophile qui, ensuite, coupe la tête des tigres. Un candidat malheureux de Fort Boyard, peut-être, interrompit Franck Hazal, décidément d'humeur facétieuse. Croze ne releva pas et poursuivit. Tout ça n'est pas banal, je le reconnais, mais ça n'explique toujours pas pourquoi Coustal est dans tous ses états. Le légiste était aux anges. Le grand moment de sa journée se présentait à lui. Il claqua des doigts et présenta à la policière un document emballé dans un plastique sous-scellé. Le portefeuille du zoophile. Croze écarquilla les yeux. Vous l'avez trouvé où? Dans la gueule du mâle. Dans la gueule du mâle? C'est bien ce que je viens de vous dire, et il était assez simple à trouver. De la même façon qu'on a voulu nous aiguiller sur le sexe de la femelle, le portefeuille bien en vue, entre les crocs du mâle, nous indiquait où chercher. Où chercher quoi? Eh bien, ce n'est pas la grande forme aujourd'hui, bonbon. Je vous ai connu plus perspicace. Possible. Bon, alors. Alors, la gueule du fauve m'a conduit à son estomac, lequel recelait un festin de choix. Festin de choix? De l'homme! Ce tigre a bouffé de l'humain! D'ailleurs, les os rongés que vous voyez là, dans le coin de la cage, sont d'origine humaine. Sandrine Croze s'écarta. Franck Hazal la laissa se vider les tripes courbées contre un mur de l'enclos et attendit qu'elle récupère. Et ces os, ce sont ceux du zoophile? Trop tôt pour l'affirmer, mais je pense pour une réponse affirmative. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Nous n'avons pas retrouvé de vêtements. Croze réfléchit quelques secondes. Franck Hazal attendait visiblement qu'elle comprenne toute seule. Le zoophile était nu, c'est votre hypothèse? C'est ce que je crois. Je ne vois pas le tigre mâle déshabiller notre homme avant de le grignoter. Logique. La lieutenante grelottait à présent. Franck Hazal sortit un thermo de ses affaires et lui tendit un gobelet de café chaud. Elle le remercia et but à petits traits, attentive aux spasmes de son estomac. Autour d'eux, les animaux de zoo continuaient à pousser des cris lugubres, taraudés par l'odeur de la mort. Franck Hazal contemplait Croze. Elle s'en agaça. « Quoi encore ?»« J'attends votre dernière question. Vous savez que c'est un peu chiant, votre petit jeu des devinettes. Quelle question, alors ? L'identité de celui que le tigre a boulotté en tartare, voyons.
Rappelez-vous qu'on nous a laissé son portefeuille en évidence. Bon Dieu, c'est pourtant vrai. Si c'est bien le sien. Les analyses nous le diront très vite. Avant ce soir, probablement. Mais admettons que ce soit lui. Admettons. Alors. Franck Hazal, pour sa dernière levée du Grand Chelem, la joua sobre. Noël Texier. Noël Texier? Le Noël Texier? Le légiste acquiesça d'un battement de cils. Sandrine Croze en resta sur le cul. Elle comprenait enfin pourquoi le divisionnaire était aux 400 coups. Et elle, devant une montagne d'emmerdements.